Bonjour à tous. Alors je suis un peu sur... Vous m'entendez? Oui, un peu plus fort, un peu plus fort. Alors je suis un peu sur un petit nuage rose parce que le traité d'interdiction des armes nucléaires a été présenté à l'Assemblée générale de l'ONU à la signature il y a 2 jours. Et donc voilà, au bout de 6 ans d'efforts, cette campagne importante, on a réussi. Donc je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui ont, dans cette salle, contribué à forger ma détermination contre les armes nucléaires et partager avec eux notre confiance à changer le monde. Donc c'est vrai que le débat, on en parlait tout à l'heure au café, le débat sur les armes nucléaires est en train de reprendre un sérieux regain d'activité qui doit à la fois agrandir les inquiétudes, mais je voudrais insister dans ma petite présentation sur, en particulier, les espoirs nouveaux qui se lèvent. Alors, c'est une véritable tension, parce que jamais depuis la guerre froide, on a été aussi près de sentir le vent des catastrophes. Et puis en même temps, jamais on a été aussi bien outillé pour ouvrir la voie vers l'élimination des armes nucléaires. Donc on est vraiment dans un moment intéressant et je vais essayer de faire valoir cette contradiction. Donc le secrétaire général de l'ONU, il y a quelques jours, là, à l'ouverture de la nouvelle session, a dit « Le monde doit faire face à cette menace majeure ». Et la première, a-t-il dit, est le péril nucléaire. Aujourd'hui, il dit, partout dans le monde, les craintes suscitées par les armes nucléaires sont à leur paroxysme depuis la guerre froide. La peur est bien réelle et il a appelé tous les pays à renforcer leur engagement pour un monde sans armes nucléaires et en particulier, il a interpellé les puissances nucléaires dont il a dit qu'elle avait la responsabilité première pour ouvrir ce chemin, ce qui semble logique. Donc, le lendemain, exactement, ils ont ouvert à la signature, M. Gutiérrez a ouvert à la signature ce traité historique et 50 pays l'ont courageusement signé à cette occasion. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui l'ont ratifié, Jean-Marie, c'est ça? 3 qui l'ont déjà ratifié. Ouais, c'est bien. Donc ce traité, c'est le résultat de la mobilisation de générations de militants, bien entendu, de survivants de la bombe et des essais nucléaires, des scientifiques, des médecins, des pacifistes, des féministes, des environnementalistes, des politiques, bien sûr, et de toutes les organisations de droits humains. Donc c'est notre victoire à tous et j'espère pouvoir en faire mesurer la portée et les potentialités dans cette introduction. Donc je vais présenter le traité, son contenu, ses tenants et ses aboutissants et reconnaître avec vous qu'un nombre infime de médias en a parlé et trop peu de personnes connaissent son existence. Donc voilà, j'essaye de vous motiver. Donc d'abord un mot du contexte. Alors il est courant que les experts, les journalistes, tout ça évoquent une nouvelle guerre froide avec ce regain de tensions liées aux armes nucléaires, notamment dans les rapports entre la Russie et les gouvernements occidentaux. Donc ça c'est la tension majeure, même si évidemment épisodiquement on a ce truc avec la Corée du Nord qui est très inquiétant parce que les deux sont incontrôlables, que Trump et Kim Jong-un, c'est très difficile de prévoir ce qu'ils vont faire. Mais je voulais insister sur cette tension avec la Russie parce que d'abord elle est sur notre continent et puis c'est là que sont concentrées 90% des armes nucléaires mondiales. Donc on a ce système de défense antimissile qui a quasiment terminé d'encercler la Russie. En ce moment, comme chaque année, et même maintenant à plusieurs reprises dans l'année, il y a des exercices et des manœuvres militaires qui se concentrent aux frontières vraiment de la Russie, comme en Pologne l'année dernière et puis cette année, en ce moment d'ailleurs, en Suède, avec la moitié de l'armée suédoise. En même temps, je parle de la Suède, comme ça, ils ne sont pas bien, ils vont peut-être rejoindre l'OTAN en tout cas, mais en même temps, Margaret Wallström, leur ministre des Affaires étrangères, a dit avant-hier qu'ils allaient rejoindre le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc voilà, donc il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas uniquement unilatérales. Bon, l'OTAN a repris un certain type d'exercice nucléaire en impliquant les autres pays. Et en réponse à ça, le président Poutine, dans sa nouvelle stratégie de sécurité nationale,
a mis davantage l'accent sur le rôle du nucléaire. Donc il y a aussi cette tension qui grandit des deux côtés. Et Poutine a annoncé la mise au point pour 2018 d'un missile impressionnant, il s'appelle Satan 2, et il est capable de vitrifier à lui seul, un missile, un espace aussi grand que la France ou le Texas. Voilà. Tandis que, évidemment, on sait, les 5 pays sur lesquels sont stationnées les armes, les B-61, les armes américaines nucléaires en Europe, sont en train d'être modernisées. Donc, tension évidemment avec la Corée du Nord, la confrontation avec la Syrie par puissance nucléaire interposée, l'immensité des incertitudes liées à l'administration Trump, comme on a relevé à plusieurs reprises, son discours inquiétant pour détruire entièrement la Corée du Nord et remettre en question cet accord exemplaire avec l'Iran qui devrait être la route qu'on suit pour régler la question avec la Corée du Nord. Donc un contexte tendu et évidemment il semble urgent que plus de personnes, plus de gens s'en mêlent. Alors sur les armes nucléaires, donc vous le savez sans doute, 15 395 en 2016. Il y a eu des réductions impressionnantes depuis les années 80-90, mais ces réductions marquent le pas depuis 10 ans. 2000 missiles, vous avez dit, Gérard a dit 2500 missiles en état d'alerte permanente, c'est-à-dire qui peuvent être activés en 15 minutes. Et les 9 États nucléaires sont tous en train de moderniser leurs arsenaux avec le plan de 1000 milliards de dollars pour les 30 prochaines années établi aux États-Unis, qui dirige cette tendance, mais tout le monde suit la même voie, avec des armes d'un nouveau type, des armes hypersoniques, c'est-à-dire qui vont extrêmement vite, des drones automatisés, des missiles de croisière furtifs, avec des ogives multiples, donc une génération d'armes plus intelligentes qui pourraient sembler plus utilisables et donc plus dangereuses que jamais. Les États-Unis et la Russie développent une nouvelle génération de missiles qui sont à longue portée, qui peuvent être armés soit d'ogives conventionnelles, soit d'ogives nucléaires. Donc quand vous voyez ce missile arriver sur votre radar, quelle est la réponse à donner? C'est un missile conventionnel ou un missile nucléaire? Et donc, vous voyez comme ces ces dangers sont présents. Et le cas s'est présenté d'ailleurs déjà dans la nuit du 6 au 7 avril dernier, quand 59 missiles Tomahawk ont été lancés sur l'aéroport en Syrie. Les missiles Tomahawk peuvent être équipés de têtes nucléaires. Donc il y avait la Russie qui était en train d'assister à l'arrivée de ces missiles. Voilà. Et donc ça, c'est évidemment très inquiétant. Donc un petit mot de la France. Modernisation déjà en route, bien entendu, elle est permanente chez nous. Donc toute la flotte de sous-marins triomphants sera renouvelée d'ici 2019. Et, comme l'a dit Roland Nivet, pour la prochaine étape, on prévoit que le budget attribué aux armes nucléaires sera doublé aux environs de 2020 et que M. Macron a déjà indiqué, notre président, qu'il souscrivait à la requête de l'OTAN de passer à 2% du PIB, ainsi que Mme Merkel. Donc comment les Français réagiront-ils? C'est la seule inconnue de cette décision. Donc l'Inde, le Pakistan, les 4 États non nucléaires, Israël et la Corée du Nord sont tous aussi en train de moderniser. Mais pour l'instant, la Corée du Nord n'a pas d'armes nucléaires. En tout cas, c'est ce qu'a dit son président, puisqu'il a dit qu'elle entendait la mettre au point dans les jours et semaines qui viennent. Donc face à ce danger persistant depuis les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki avec des hauts et des bas, les mobilisations étaient nombreuses et assidues sur tous les continents. Il y a de nombreuses personnes dans cette salle qui se sont mobilisées contre les armes nucléaires et qui ont manifesté pour leur élimination. Donc nous avons obtenu d'importantes victoires comme le traité sur les essais nucléaires ou les zones exemples d'armes nucléaires qui aujourd'hui recouvrent 115 pays. Mais dans l'ensemble, le traité de non-prolifération que Michel de Messine a mentionné, sur lequel convergeait la plupart de nos mobilisations, ne s'est pas avéré un outil capable de faire avancer le désarmement nucléaire, puisque, en particulier, sa règle de fonctionnement, c'est l'unanimité.
Donc, à chaque fois qu'on arrivait à monter une grosse campagne pour dire, pour mettre une date pour l'engagement et la mise en œuvre de l'article 6, eh bien, il suffisait que la France ou la Grande-Bretagne disent non, finalement, on va enlever cette ligne, sinon, on ne signe pas. Bon, voilà. Donc, la frustration des pays non nucléaires et de tous les anti-nucléaires du monde après des années de promesses non tenues, avec le dernier plan d'action de 2010 qui était pas mal, mais qui n'a pas du tout été réalisé. Donc cette frustration a grandi jusqu'à donner naissance à ce qu'on a appelé l'initiative humanitaire sur les armes nucléaires, avec en 2010, notamment grâce à une campagne menée par la Croix-Rouge, le texte final du TNP qui mentionnait 2 choses importantes pour notre avenir à nous, pour la campagne, les conséquences catastrophiques des armes nucléaires et la nécessité pour tous les États, pas seulement les États nucléaires, d'agir pour construire un monde débarrassé des armes nucléaires. Donc il y a eu le discours de Prague d'Obama qui a ouvert ce qu'on a appelé une fenêtre d'opportunité, qui a réellement détendu aussi le débat sur les armes nucléaires. Et puis, Sylvie est partie, mais elle a vraiment été une cheville ouvrière de ces 2 traités. Il y a eu le traité d'interdiction des bombes à sous-munitions en 2008 et quelques années avant, la complétion du traité d'interdiction des mines antipersonnelles, qui ont créé toute une branche du droit international qu'on a appelé le désarmement humanitaire, avec une famille de diplomates, avec une famille de grandes organisations qui ont collaboré à l'élaboration de ces traités. Et donc on a construit le chemin vers le traité d'interdiction des armes nucléaires sur ces mêmes bases, c'est-à-dire, comme l'a dit Sylvie, en plaçant réellement l'humain, cette victime potentielle de ces armes, au cœur du processus. Et ce sont les effets catastrophiques et persistants des armes nucléaires sur notre santé, nos sociétés, notre histoire, notre héritage culturel, notre économie, notre environnement, qui sont et qui doivent être au centre de toutes les discussions publiques et diplomatiques sur le désarmement et la non-prolifération nucléaire. Les conséquences de ces armes sont si atroces qu'elles devraient tout simplement être détruites, mais ainsi que l'a montré l'expérience d'autres armes, il faut d'abord les interdire, dire le droit et stigmatiser ces armes. C'est ainsi que l'espace politique que ICAN s'est attaché, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires s'est attachée à développer, a été celui des conséquences humanitaires des armes nucléaires, donner la parole autant que possible aux victimes. Et une fois qu'on a créé cet espace politique, l'objectif politique de notre campagne a été l'interdiction totale comme étape vers leur élimination. En ce qui concerne les acteurs de cette dynamique, la campagne cherche toujours, bien sûr, parce qu'on est au milieu du gué, à mobiliser toutes les forces qui n'ont pas intérêt à soutenir les armes nucléaires, c'est-à-dire la grande majorité des États, en premier les 115 membres des zones exemptes d'armes nucléaires, où les armes nucléaires sont déjà interdites, les victimes des bombardements et des essais nucléaires, les grandes organisations humanitaires, les droits humains, des femmes, de l'environnement, du développement, les agences de l'ONU, le mouvement syndical, les organisations religieuses, etc. Et pour créer la condition de l'expression de la majorité des gens. Donc cette alliance s'est renforcée au cours des dernières années, avec des militants de la campagne dans plus de 100 pays qui font pression, comme une sorte de tenaille. D'un côté, on agit au niveau international et en même temps, il faut qu'il y ait des actions dans les capitales. Ils font pression sur les gouvernements pour qu'ils aient le courage de signer le traité. Donc, je vous le dis, mais vraiment, il faut aller chercher chaque État un par un, tous ceux qui sont dans l'initiative humanitaire. La première résolution qu'on avait réussi à monter avait recueilli 16 voix. C'est quand même... et puis, c'était en 2012 à Vienne, à la Prepcom du TNP. Et 3 ans après, je crois que c'était à New York, lors de la première commission de l'Assemblée générale, 155 pays soutenaient l'idée d'un traité d'interdiction. Donc voilà, ça a été un processus d'éducation, en particulier sur les conséquences et les risques des armes nucléaires, lors de 3 conférences internationales intergouvernementales qui ont mis en avant et puis qui ont permis de stimuler, de développer des études. Et c'était impressionnant de voir combien dans la salle, en particulier la nouvelle génération de diplomates, ignorait la dangerosité des armes nucléaires, ignorait ce qu'était une arme nucléaire. Et donc, vraiment, je pense que dans notre
plaidoyer auprès des gens, auprès des élus, etc. Il faut toujours revenir à ça. Qu'est-ce qu'une arme nucléaire et qu'est-ce qu'elle fait? Donc il y a 70 ans qu'elles existent et il y a tant de choses que nous ne savions pas et que nous ne savons pas encore, en particulier sur les risques, puisque la France ne déclassifie pas ses documents, tout simplement. Les rares documents déclassifiés qui existent sont ceux des États-Unis et qui ont évidemment toujours 10 à 20 années de retard, donc sur les accidents auxquels on a échappé, en particulier, ça fait froid dans le dos. Ce processus a été un processus démocratique, il faut vraiment le souligner, parce que la société civile a été présente dans toutes les conférences et dans toutes les négociations, avec la parole des experts de la société civile, mais aussi des victimes, des militants, des religieux, enfin des politiques, etc. Donc ça a été aussi un processus nouveau de ce point de vue-là. Les États nucléaires, quant à eux, évidemment, à chaque étape, ont tenté d'arrêter le processus. Au début, ils nous ont méprisés, ils nous ont ignorés. Et puis ensuite, ils sont entrés en guerre ouverte, donc ils ont fait pression sur leurs alliés. Ils ont imposé le boycott des négociations aux membres de l'OTAN. Donc quand on allait voir les pays de l'OTAN, qui ont tous des positions différentes sur les armes nucléaires, ils nous disaient on ne peut pas venir, c'est un casus belli. Voilà, donc on leur disait mais vous pouvez faire... Bon. À part les Pays-Bas, et c'est notable, et c'est la grande force de ce que peuvent obtenir les parlements, qui ont obligé le gouvernement néerlandais à participer aux négociations. Donc ils y sont allés en traînant les pieds, mais ils y étaient. La France a fait pression sans vergogne sur les chancelleries africaines. Chaque chancellerie africaine a été visitée par un diplomate français pour qu'elle ne participe pas, alors qu'ils font partie d'une zone dénucléarisée. Et ils ont été des acteurs très importants. J'ai vu que le Togo avait signé, donc vraiment bravo. Il y a vraiment des gens qui ont du courage. Donc ils ont menti sur ce traité, ils ont dit que ça allait mettre en pièces le traité de non-prolifération, ils ont insulté les participants et ils ont coupé les ressources de la campagne d'opinion publique à ICANN. Voilà. Donc le jour de l'ouverture des négociations à New York, on a assisté à une scène pathétique. Donc il y avait, je ne sais plus, 150, 130 pays dans la salle. Et à la porte de la conférence, l'ambassadrice des États-Unis avait rameuté les pays nucléaires et leurs alliés pour qu'ils fassent une conférence de presse. Donc c'était tellement impressionnant de voir qu'en général c'est le contraire qui se produit. Nous on est à la porte et voilà. Et donc c'était ridicule. Ils se sont rendus ridicules parce qu'ils sont tenus par le traité de non-prolifération et l'article 6 d'aller vers le désarmement. Donc voilà, protester contre une mesure fondatrice et centrale du désarmement nucléaire, c'était évidemment le roi est nu. Donc voilà, saluons le courage de ceux qui ont bravé la colère des puissants. Cela met fin à l'apartheid nucléaire, comme l'a qualifié l'ambassadeur d'Afrique du Sud. C'est une victoire des peuples du Sud contre les puissants, pour la plupart. Une victoire aussi de l'ONU, qui rappelle que son Assemblée générale est un lieu propice à la création de nouvelles normes et qu'elle reste un outil utile et actif en dehors de son Conseil de sécurité. Donc, brièvement sur le traité lui-même, je raccourcis, donc il interdit l'utilisation, la menace d'utilisation, la production, le développement, le stationnement, l'essai des armes nucléaires et toutes les activités liées à l'assistance à ces actions. Il se veut lui-même une feuille de route vers l'élimination, il comble un vide juridique puisque les armes nucléaires rejoignent les autres armes de destruction massive. Il renforce tous les traités existants. Sa vocation est universelle, sa durée indéfinie et il existe deux routes pour que les pays nucléaires rejoignent le traité. Désarmer d'abord et rejoignez ensuite, ou rejoignez d'abord et désarmer ensuite. Tout est possible. Il établit également l'obligation d'aider les victimes des explosions nucléaires et des essais et contraint d'effectuer des mesures d'assainissement environnemental. Donc ce traité affecte non seulement les gouvernements mais aussi les institutions et les individus. Donc par exemple, les entreprises qui fabriquent des composants pour les armes nucléaires sont susceptibles de rentrer sous la coupe de ce traité, ainsi que les banques qui les financent. Voilà, donc je voudrais noter également qu'avec les membres de des pays de zone dénucléarisée aux commandes, ce traité a notoirement été
conduit par des femmes, dont Setsuko Thurlow, survivante d'Hiroshima, et puis l'ambassadrice du Costa Rica, Ellen White, qui a conduit tous les travaux, ou la coordinatrice de notre campagne, qui est Béatrice Fine. Voilà. Donc je vais juste terminer par ça. Ce traité est le début de la fin des armes nucléaires, disait Setsuko Thurlow, survivante d'Hiroshima, à la tribune de l'ONU le 7 juillet dernier. Donc c'est à toutes les victimes de la bombe que ce traité rend hommage. La vision d'un monde sans armes nucléaires est une étape incontournable vers la paix, vers un monde où le chantage à la destruction totale est interdit, où le recours à la guerre devient impossible. En déclarant les armes nucléaires interdites, ce traité est un acte de dignité, de justice, de démocratie et de paix. Nous avons changé la norme sur les armes nucléaires. Nous avons changé le monde. Merci. Merci Ariel. Merci.